Vox Populi, c'est des thèmes variés sur Radio I-Chrono FM. Vox Populi, une émission populaire. Vox Populi, jamais populiste. Vox Populi, une émission pour le peuple sur les faits de société, la culture et le sport. Vox Populi, c'est chaque semaine sur I-Chrono FM. Votre radio I-Chrono FM est disponible sur Google Play et App Store. I-Chrono FM, une autre dimension de la radio. Madame, Monsieur, bonjour. Ainsi que nous le disions samedi dernier, le 20e sommet du Parti communiste chinois s'est ouvert à Pékin dimanche et c'est sans surprise que Xi Jinping a été réélu pour son 3e mandat à la tête de l'Empire du Milieu. Sans surprise en effet, car tout était joué d'avance. Pas question ici de campagne électorale ni de choisir entre plusieurs candidats comme dans les démocraties occidentales. La Chine est une dictature et entend bien le revendiquer. Et pourtant, quelques fissures sont apparues dans ce bel édifice édifié par Mao Tse-tung. On aura l'occasion d'en reparler. Comme on reparlera du vote de la dernière Assemblée générale de l'ONU à propos de l'annexion illégale par la Russie de 4 régions du Donbass en Ukraine. Le fait marquant, en effet, est que plusieurs pays africains se sont éloignés de la Russie. Lesquels? Pourquoi? Eh bien, autant de questions que je poserai à l'invité de l'émission. Nous avons parlé lors de nos émissions précédentes de l'évolution du Burkina Faso avec ce nouveau coup d'État du capitaine Traoré. 2e coup d'État, faut-il le rappeler, dans ce pays en moins de 8 mois. Or, cette semaine, le capitaine Traoré a été élu président de la transition, légitimant ainsi son coup de force. Que faut-il en penser? Au cours de ce magazine, nous évoquerons aussi la situation difficile que connaît actuellement Liz Truss et le parti conservateur en Grande-Bretagne, au point de se demander si le tout nouveau gouvernement passera bien l'hiver. Enfin, en toute fin d'émission, je réserverai une petite surprise à mon invité qui, rappelons-le, est sénégalais. Mais je n'en dis pas plus pour lui préserver et lui réserver la primeur. Pour débattre de tous ces sujets de politique internationale qui ont rythmé la semaine qui vient de s'écouler, je reçois donc Ibrahima Thiam, fondateur et président du mouvement d'opposition sénégalais, Un autre avenir, auteur de 3 essais politiques et candidat lors des prochaines présidentielles de 2024. J'ai intitulé notre émission d'aujourd'hui « Quand Xi Jinping cherche des chinoiseries à Taïwan ». Ibrahima Thiam, bonjour. Bonjour Jean-Yves Duval. On parle beaucoup aujourd'hui de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Mais vous avez raison, il y a fort à parier que dans quelques mois, nos regards seront plutôt tournés vers Taïwan et le Pacifique, où l'avenir des relations sino-américaines se joue là-bas. Et il y a malheureusement de grandes chances que la voix des armes se fasse entendre une nouvelle fois. N'anticipons pas, même si dimanche, la Chine s'est donné un nouvel empereur rouge, Xi Jinping, au pouvoir déjà depuis 10 ans. Mais si en Afrique, la CEDEAO décommande l'exercice d'un 3e mandat, sans être d'ailleurs toujours entendu, il faut bien le dire, eh bien l'actuel maître de la cité interdite, quant à lui, se représentait pour la 3e fois consécutive, avant probablement une 4e dans 5 ans et une 5e dans 10. Que vous inspire, Ibrahima Thiam, cette situation qui ne relève pas, il faut bien le dire, d'un sens très élevé de la démocratie? Sur le continent, on a beaucoup de mal à faire appliquer cette recommandation. Vous l'aurez remarqué, au Sénégal même, à 17 mois des présidentielles, on ne sait toujours pas si Macky Sall ne tentera pas un coup de force constitutionnel afin de pouvoir se représenter lui aussi une 3e fois. Et ne parlons pas de Poutine, au pouvoir depuis déjà 20 ans en Russie, ainsi que de nombreux dirigeants africains qui règnent sur leur pays d'un pouvoir absolu depuis plusieurs décennies. Qu'ils soient totalitaires ou démocrates, beaucoup de dirigeants rêvent d'un pouvoir à vie. Et la Chine ne fait pas exception à la règle. C'est très regrettable, mais que faire?
Venons-en maintenant à ce 20e congrès du Parti communiste chinois qui s'est tenu dimanche à Pékin. On dit que Xi Jinping, qu'il est le dirigeant le plus chinois, le plus puissant depuis Mao. Est-ce aussi votre avis? Certainement. Il a, ce week-end encore, consolidé son pouvoir personnel. Et le culte de la personnalité a beau être banni en Chine, l'admiration dont il fait l'objet dans les rangs communistes y ressemble fort. Songez qu'il a même, l'an dernier, inscrit dans la constitution chinoise sa propre pensée, comme le grand timonier l'avait fait avant lui. Et pourtant, il y a quelques mois, des rumeurs d'un possible coup d'État militaire couraient sur Twitter. Il y a eu aussi cette contestation du régime quant à la gestion du zéro Covid. On a vu également, ces jours-ci, sur un pont de Pékin, des banderoles avec des slogans hostiles au régime et au président lui-même. Qu'est-ce que cela nous dit? J'ai vu tout cela, comme vous. De même que pour ce 20e congrès, 1 million de personnes ont été arrêtées et déplacées dans d'autres régions. Les drones étaient interdits de vol et les pigeons devaient être tenus en laisse, ce qui est songeur. Cela pourrait prêter à sourire si ce n'était l'idée qu'une certaine confusion peut exister, y compris sous une dictature. Mais pour le reste, pas de surprise. Les 2300 délégués, les 200 membres du comité central ont, lors de ce congrès, voté comme un seul homme et ont sacré à nouveau Xi Jinping. Même si depuis Mao, une règle interdisait à un dirigeant de cumuler plus de 2 mandats successifs. Si en Afrique et ailleurs, on interdit ce cumul, c'est pour éviter la concentration des pouvoirs entre les mains d'un seul homme et éviter les dérives qui s'ensuivent. Il a donc fallu à Xi Jinping lui-même modifier les textes officiels en 2018 afin de pouvoir se représenter cette année. Les précautions que j'évoquais il y a un instant n'ont pas empêché, vous avez raison, ces mouvements de mauvaise humeur comme ces banderoles sur un pont du jamais vu à Pékin. Ce qui prouve qu'il existe dans ce pays une contestation des fractures comme il existe des factions rivales au sein des instances dirigeantes. Au nom de la lutte contre la corruption, Xi Jinping s'est débarrassé d'un grand nombre de ses opposants, mais les luttes intestines sont bien réelles, quand bien même elles ne percent pas les murs épais de la cité interdite. On va savoir dans les mois qui viennent si Xi Jinping est ressorti de ce 20e congrès comme l'homme fort du parti ou comme dictateur d'un pays plus que jamais verrouillé. Dans son discours d'ouverture, le dirigeant chinois a immédiatement évoqué la situation de Taïwan, indiquant que l'île devrait revenir un jour ou l'autre à la Chine, pacifiquement ou n'excluant pas la voie des armes. Est-ce un avertissement adressé directement aux États-Unis? Afficher cette volonté d'entrée de jeu lui a permis d'obtenir immédiatement le soutien des congressistes réunis au Palais du Peuple. C'est de bonne guerre, si j'ose dire. Pour le reste, même si Taïwan n'a jamais appartenu à la République populaire de Chine, pour les Chinois, historiquement, cette île sur laquelle s'était réfugié Chiang Kai-shek, l'adversaire de Mao Zedong, fait partie de l'histoire de la Chine. Pour l'heure, tout le monde observe un statu quo prudent. L'Amérique soutient et soutiendra militairement Taïwan, car cette île a une position stratégique dans le Pacifique. Mais la Chine attend son heure, elle n'est pas encore prête militairement à affronter les États-Unis. C'est l'affaire de quelques années. Mais le moment venu, une confrontation armée éclatera dans cette région du monde, dont l'intensité sera encore plus grande que la guerre que conduit la Russie en Ukraine. Vous remarquerez aussi, Jean-Yves Duval, la poussée des nationalismes dans les pays en proie
à des difficultés intérieures. Il n'y a rien de tel que de brandir un drapeau pour faire taire les divisions et unir un pays. Le national-socialisme allemand a fleuri sur la crise économique de 1929 qui a frappé l'Allemagne de plein fouet, occasionnant des millions de chômeurs et une inflation à 2 chiffres. Et Hitler a redonné de l'espoir au peuple allemand en lui promettant de conquérir de nouveaux territoires. Le fameux espace vital, le Lebensraum, afin de justifier sa volonté expansionniste. Ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine et demain dans le Pacifique n'est pas autre chose. Pour nourrir 100 milliards et demi d'habitants, la Chine a besoin de se développer et d'une prospérité économique. Cela passe aujourd'hui par les routes de la soie, mais ce n'est pas suffisant. Et Taïwan est le géant mondial des puces électroniques. L'île en produit 60% dans le monde. Les Américains savent qu'en récupérant Taïwan, la Chine pourrait paralyser l'économie et priver les économies occidentales des semi-conducteurs indispensables dans tous les secteurs d'activité. L'enjeu est donc considérable, ce qui explique le climat de tension actuel qui entoure Taïwan et qui va s'accroître au cours des mois à venir. Je l'évoquais dans notre sommaire, plusieurs pays africains, jusque-là non alignés, ont pris cette fois ouvertement position contre la Russie. Cela s'est passé lors de la récente Assemblée générale de l'ONU à New York, qui avait à se prononcer sur une résolution ukrainienne condamnant la Russie à propos de l'annexion illégale des 4 régions du Donbass. Quels sont ces pays et pourquoi ont-ils rejoint le camp occidental? Eh bien, c'est la question que je vous pose maintenant, Ibrahim Thiam. Vous faites bien, Jean-Yves Duval, de revenir sur ce sujet dont, à mes yeux, on a insuffisamment parlé. Jusque-là, beaucoup de pays du continent préféraient en effet s'abstenir de prendre position, ne voulant fâcher ni les pays occidentaux ni les autres. Ils considéraient aussi que ce conflit en Europe ne les concernait pas directement. Indirectement, oui, par ses effets collatéraux, notamment la pénurie des matières premières, que ce soit les céréales ou les carburants ainsi que les engrais. Et cette fois, les choses ont changé. Disons d'abord que ces 4 pays sont le Maroc, l'Angola, Madagascar et le Sénégal. Les 3 premiers sont passés d'une abstention à un vote en faveur de l'Ukraine. Quant à Macky Sall, le président sénégalais, il n'avait pas voulu s'engager du fait de sa présidence actuelle de l'Union africaine. Il l'est toujours actuellement, mais il a néanmoins décidé cette fois de prendre position en faveur de la résolution africaine soutenue par l'Union européenne. Je rappelle qu'il s'était abstenu les 2 fois précédentes, assumant une position de non-aligné sur la politique d'un camp ou d'un autre. Mais dans sa charte, l'Union africaine défend l'intangibilité des frontières et l'inviolabilité de la souveraineté territoriale. Il lui était donc difficile d'agir autrement, au risque d'être en contradiction avec les textes fondateurs de l'Union africaine. Quant aux 3 autres pays, la principale raison de ce changement d'attitude tient sans doute à l'action diplomatique intense à laquelle se sont livrés les États-Unis dans les semaines qui ont précédé le vote, et aussi à la tournée africaine, y compris au Sénégal, du ministre des Affaires étrangères ukrainien Dmytro Kuleba dans les jours précédents. Ces diplomates occidentaux ont fait part de leurs recommandations à leurs interlocuteurs africains face à une action jugée de plus en plus agressive de Vladimir Poutine. Condamner Moscou n'a sans doute pas été facile pour eux et ils n'en ont que plus de mérite. Je crois aussi que puisque la guerre s'éternise, puisque les pays souffrent des problèmes d'approvisionnement, puisque leur situation économique
donc social, en pâtit. Ce vote est un signal adressé à Poutine pour lui dire c'est assez. Il faut trouver une issue à ce conflit qui n'a déjà que trop duré. Cette position des 4 pays en question constitue aussi un nouvel échec pour Poutine et son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui s'efforce d'étendre l'influence russe sur le continent. Désormais, ce sont donc 143 pays qui ont soutenu la résolution ukrainienne contre 35 abstentions et seulement 5 favorables. C'est donc une condamnation sans appel de cette annexion illégale qu'a adressée la communauté internationale. Au Burkina Faso, comme pour illustrer les difficultés auxquelles ont fait face ce pays, au moment même où le capitaine Ibrahim Traoré, auteur d'un coup d'État il y a quelques jours, était désigné président de la transition, eh bien un attentat terroriste sanglant a fait 11 morts. Les nouveaux dirigeants de Ouagadougou seraient-ils, selon vous, aussi impuissants que ceux qu'ils dénonçaient la veille? En même temps qu'ils ont adopté une nouvelle charte de la transition, les 300 délégués burkinabés ont en effet désigné ce capitaine putschiste de 34 ans qui, il y a 2 semaines, a renversé le lieutenant-colonel Damiba comme président de la transition jusqu'en juillet 2024. Mais force est de constater qu'en matière de lutte contre le djihadisme, aussi bien au Mali qu'au Burkina Faso, ces régimes militaires ne se montrent pas plus efficaces que les gouvernements civils qui les ont déjà dirigés auparavant. C'est pourtant sur cette volonté qu'ils ont pris le pouvoir à l'issue d'un coup d'État. Lors de son arrivée au pouvoir, le capitaine Traoré avait pourtant assuré qu'il se bornerait à assurer les affaires courantes. Il aurait donc changé d'avis en quelques jours? Il faut croire, Jean-Yves Duval, que le pouvoir est une nourriture aphrodisiaque. Et comme tel, l'appétit vient en mangeant. 2 semaines ont suffi pour qu'il y prenne goût. Toutefois, il est à noter que le capitaine IB, comme on le surnomme déjà, en limitant la transition à 21 mois, s'efforce de donner des gages à la CEDEAO, déjà abusée par le passé par le Mali. Par ailleurs, d'après la nouvelle charte qui a été adoptée, le président de la transition, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale sont inéligibles lors des prochaines élections présidentielles, législatives et municipales. Dont acte. Nous connaissons tous le célèbre dicton « Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent ». D'ici là, l'eau du fleuve Nakambé a le temps de couler sous les ponts de Ouagadougou. Et je me garderai bien de jurer qu'il en sera ainsi. Retour en Europe, si vous le voulez bien, avec cette très mauvaise passe que traverse actuellement Liz Truss, la toute nouvelle première ministre du Royaume-Uni, en place au 10 Downing Street depuis seulement 2 mois. Eh bien, c'est au point que les bookmakers anglais ont lancé les paris. Sera-t-elle encore là à Noël? Quel est votre avis? Et miseriez-vous aujourd'hui 10 livres sterling sur elle? Ou du moins pour son avenir? Voyez la difficulté de gérer les affaires en démocratie, alors que les autocrates de tous bords et de tout pays se maintiennent au pouvoir durant des décennies. Dans la plus vieille monarchie républicaine du monde, on est sur le point de limoger celle qu'on a élue début septembre. Doit-on parler d'ingratitude des peuples? L'explication tient aux nombreux revirements de Liz Truss sur sa politique économique qui a créé la panique sur les marchés financiers au point de s'être séparé il y a quelques jours de son ministre des Finances. Les députés conservateurs se voient empêtrés dans une crise politique majeure. Et vous me demandez si je miserais 20 livres sur son maintien au pouvoir. Et de quel livre parlez-vous, Jean-Yves Duval? Celle dont le cours s'est effondré, alors je ne risque pas grand-chose. Et je parierai d'autant plus facilement qu'on vient d'apprendre que Liz Truss avait démissionné de son poste de chef de gouvernement. On a un peu l'impression que le vieux parti Tories, après 12 ans de pouvoir, est arrivé à bout de souffle.
Est-ce aussi votre opinion? Je la partage, tout à fait. Au demeurant, un récent sondage donne les travaillistes avec plus de 20 points d'avance. Beaucoup de choses expliquent cette situation calamiteuse des conservateurs. La gestion de l'épidémie de Covid, les turpitudes d'un Boris Johnson, les difficultés liées au Brexit et aussi la guerre en Ukraine. La politique de thatchérisme dont s'inspire Liz Truss est en complet décalage avec la réalité et les conservateurs risquent d'en payer le plus fort rapidement. Je vous propose, Ibrahima Thiam, de terminer ce carte sur table du 22 octobre par une actualité plus souriante, car du domaine sportif. Après avoir salué au passage le nouveau ballon d'or attribué au Français Karim Benzema, 24 ans après le sacre d'un premier Français, en l'occurrence Zinedine Zidane, eh bien je voudrais qu'on s'arrête un instant sur l'international sénégalais Sadio Mané, qui occupe la deuxième marche du podium. Une bien belle reconnaissance pour cet ancien joueur de Liverpool qui aujourd'hui, en Allemagne, joue au Bayern de Munich. J'imagine que cette nomination flatte votre orgueil de Sénégalais. Un mot pour commencer sur Benzema, dont je veux saluer le ballon d'or, qui vient récompenser un joueur qui effectue un parcours sans faute en Espagne, mais qui a été beaucoup décrié au point d'avoir été éloigné un certain temps de l'équipe de France. Ce ballon d'or va calmer ses détracteurs, du moins, je l'espère. Quant à Sadio Mané, il est incontestablement l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe nationale du Sénégal. N'oublions pas qu'il a permis la qualification des Lions de la Teranga pour le prochain mondial au Qatar. Et cette récompense d'ailleurs fait suite à l'attribution lundi du premier trophée Socrate 2022 qui lui a été remis à Paris. Donc, tout semble sourire à ce joueur d'exception. Une bonne nouvelle ne vient jamais seule, dit-on. Et en effet, cette distinction lui a été attribuée en raison de ses projets sociétaux et ses actions caritatives au Sénégal. Il contribue à la construction d'hôpitaux et d'écoles, donnant ainsi une belle image du sport, loin des scandales crapuleux qui l'éternisent dans la colonne faits divers des journaux. Sa deuxième place pour un ballon d'or qui constitue le plus haut record pour un joueur africain depuis Georges Weah salue sa vitesse, ses dribbles, sa vision du jeu, sa technique et le trophée Socrates, une ancienne star du football brésilien reconnue par son engagement humanitaire. Sadio Mané régulièrement intervient financièrement pour aider les populations de son village d'origine, Bambali, au sud du Sénégal. Récemment encore en faveur de la construction d'un lycée moderne. Il supplée ainsi au rôle défaillant de l'État et c'est tout à l'honneur de cet immense footballeur. Qu'ajouter de plus à ce portrait, sinon de lui dédier cette émission en signe de notre admiration et aussi de nos encouragements à briller dans quelques semaines au Qatar lors de la Coupe du Monde sous les couleurs du Sénégal. Je suis pour ma part convaincu que les Lions de la Teranga vont faire une fois de plus parler la poudre et faire honneur à leur maillot et à leur pays. Je vous remercie sincèrement de cette attention, Jean-Yves Vival. Et nul doute que tous les auditeurs sénégalais qui nous écoutent seront sensibles à ce geste d'amitié qui confirme, si besoin était, votre attachement au Sénégal. Je me joins d'ailleurs à vous pour souhaiter une belle Coupe du Monde et je ne doute pas qu'ils vont se battre comme des lions. Je vous confirme bien que devant mon poste de télévision, eh bien, je serai l'un de leurs supporters, même si je souhaite que l'équipe de France passe un beau parcours. Et pourquoi ne pas rêver à une finale France-Sénégal? Eh bien, en attendant ce moment, c'est sur cet espoir que nous allons refermer notre émission d'aujourd'hui. Merci donc Ibrahima Thiam d'y avoir participé à mes côtés. Mais après tout, Teranga en Wolof ne signifie-t-il pas hospitalité? Et comme le mot de la fin me revient, il me reste à vous donner rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure, si vous le voulez bien. Et surtout, d'ici là, portez-vous bien.
Vox Populi, c'est des thèmes variés sur Radio iChrono FM. Vox Populi, une émission populaire. Vox Populi, jamais populiste. Vox Populi, une émission pour le peuple sur les faits de société, la culture et le sport. Vox Populi, c'est chaque semaine sur iChrono FM. Votre radio iChrono FM est disponible sur Google Play et App Store. iChrono FM, une autre dimension de la radio.